Kwekwe Wadja. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Merci de vous joindre à nous. Nous débutons tout de suite avec le portrait touchant de Marie-Louise Fontaine-Crépeau, qui pratique la médecine traditionnelle depuis son plus jeune âge. L'aînée de 92 ans, originaire de la communauté de Wahatmak Maliotenam, a récemment pris le temps de partager une partie de sa sagesse avec notre journaliste Sylvie Ambroise. Marie-Louise Fontaine-Crépeau est originaire de Pessamit. Elle a pris mari dans la communauté de Wahatmak Maliotenam où il a élevé 4 garçons et 4 filles. Elle a récemment reçu un titre honorifique de la part de sa communauté Innu de Wahatmak Maliotenam. Le titre honorifique parce que Wahatmak Maliotenam tient à honorer Mme Marie-Louise Fontaine pour son apport exceptionnel dans la préservation des connaissances et pour avoir porté avec fierté, respect et honneur les valeurs Innu, pour sa vision, son engagement et son dévouement qu'elle a démontré dans la transmission de son savoir traditionnel millénaire. C'est d'ailleurs une des seules reconnaissances qu'elle a accrochées sur ses murs remplis de photos de sa famille. Les autres reconnaissances sont soigneusement rangées dans un coin, empilées à côté de sa commode de chambre. Fontaine-Crépeau nous raconte comment elle a fait de la médecine traditionnelle son métier. Fontaine-Crépeau nous a fait part de sa façon de travailler. Elle utilise beaucoup la prière. Elle nous présente la fabrication de ses médicaments.
Bon. Jibiato ko pala. Ma hubitiw may asa. Kiyo may hubitiw. Ako na hinto ko atya. Regardez tout. Ay mo hinagatew. Chimeni hinagatew ino nagate. Ako im sto hinagate Sophie hare. Ngayon ako may Sophie. Majo idano de. Mago ya tot man yate. Kan chi hinina. Stokste ba mo jiko chup. Ako may abstiahat. Esta mium. Kugo mime. Kema ko may at pin stand. Ako may hetot man nendo ko na. Kiyo may spek may tot man siya. Gusto mo ijiwo. Access ne agriha gusto ni lumen na. Sisindi ko na agito ko na. Enando silek. Ko mi lo man pish. Ya pish mi lo. Elle aide toutes les personnes qui lui demandent de l'aide, quelles que soient leurs origines. Comme tous les guérisseurs traditionnels dignes de ce nom, elle aide toutes ces personnes gratuitement. Sylvie Ambroise, Nouvelle nationale d'APTN, Maliotenam. Que pensez-vous de la médecine traditionnelle autochtone? Vos commentaires, suggestions, questions et invitations sont toujours les bienvenus. Et nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer. Pour nous joindre par courriel, l'adresse est le info, nouvelle au pluriel, @aptn.ca. Retrouvez-nous sur Facebook au @nouvelle au pluriel aptn en un mot et sur Twitter @nouvelle au pluriel aptn. L'organisme gouvernemental responsable de la gestion des toponymes du Québec a lancé une banque en ligne améliorée de noms de lieux autochtones dans l'ensemble du Nunavik, la région au nord du 50e parallèle au Québec. Les visiteurs du site Internet de la Commission de toponymie trouveront maintenant 125 noms supplémentaires en langue inuktitut, ainsi qu'un bouton qui permet d'obtenir la prononciation des communautés, des rivières, des lacs et des montagnes. Ces nouveaux ajouts sont le fruit d'une collaboration avec l'Institut culturel Avatak à Montréal, qui fait la promotion de la culture inuit en milieu urbain. Avatak a également conseillé la traduction et la signification traditionnelle des noms et des lieux. La communauté Innu de Wahat-Makmaliotenam a émis conjointement avec les autorités de la santé de la ville de cette île un communiqué pour aviser la population d'une éclosion de la maladie de la tuberculose. Les autorités ont découvert 2 cas de tuberculose en 2 mois. La maladie se transmet par voie aérienne. La direction de la santé publique et le centre de santé de Wahat-Makmaliotenam s'affairent à identifier les personnes atteintes et les soigner sans délai pour éviter une propagation. Rappelons que les symptômes sont une toux de plus de 3 semaines, de la fièvre, parfois accompagnée de sueur nocturne, une grande fatigue, ainsi qu'une perte de poids et d'appétit. L'heure de la première pause commerciale de votre bulletin de nouvelles nationales est arrivée. Au retour, notre collègue de Winnipeg, Melissa Ridgen, reçoit les ministres Bennett, Miller, Vandal et Guilbeault. Et des bisons spécialement sélectionnés sont réintroduits au Winnisquohin Heritage Park en Saskatchewan. À tout de suite. Bienvenue aux nouvelles nationales d'APTN. Notre collègue Melissa Ridgen a récemment accueilli 4 ministres fédéraux dans notre studio à Winnipeg. La première question s'adressait à la ministre des Relations couronne autochtone, Carolyn Bennett, sur la manifestation contre l'oléoduc dans les terres de la nation Wet'suwet'en, ainsi que sur la division entre les gouvernements traditionnels et les conseils de bande. Well, I think it does speak to really how we want to go forward in the progress on self-determination, how we want communities to be able to determine their governance and determine how they, as communities, will take decisions. Ensuite, le ministre des Services aux Autochtones, Mark Miller, a été interrogé sur les progrès du régime d'indemnisation des enfants autochtones affectés depuis longtemps par les services sociaux sous-financés. I've agreed to be confidential as to the back and forth of the discussions. These are very sensitive discussions. These are very painful discussions, but they need to be had, and they hadn't
been had up until now. We face some deadlines, but we're focused on ensuring at all times that the children that were hurt are fairly and properly compensated. Le ministre du Patrimoine canadien, Stephen Guilbeault, a fait le point sur la loi concernant les langues autochtones. Well, we've already committed more than $350 million for the implementation of the Act and adequate ongoing funding afterwards. Now, what's the dollar figure on that? I can't tell you right now because the different Indigenous languages are in a very different state. So we have to figure out what is adequate for one community may not be for another. Enfin, le ministre Miller a fait le point sur le projet de loi C-92 qui a récemment été implanté et qui vise à donner un plus grand contrôle aux communautés autochtones sur les services offerts par le système de protection de l'enfance. We need to move forward in a fashion that is open and respectful and driven by communities. And that's what I've told directly to my officials as we roll out technical guides, as we engage with communities, and we see the plans that they put forward and they choose. Okay. And so the resources will be asked and demanded by communities, and we will have a discussion which includes provinces and fleshed out coordination agreements so children aren't falling through the gaps as they have through the decades before. Une annonce spéciale a été faite au Winiskiwin Heritage Park en Saskatchewan. Le parc accueille des locataires qui, quoique nouveaux, sont familiers. Un reportage de notre collègue Priscilla Wolfe. Ce sont les premiers occupants du territoire du Winiskiwin Heritage Park et ils sont de retour. We get to celebrate the return to the bison on the land. And many of you have been asking yourselves, are the bison here? And the answer is yes, the bison are here. Brander affirme que le parc en compte 11 à l'heure actuelle, dont 4 femelles enceintes. It's a historic day. That's what makes it so special, is that the bison are returning to this land after nearly 150 years. And in this part of the province, to welcome bison back so close to a big city like Saskatoon, it's something that's quite special. Les aînés ont été mis au courant préalablement à l'annonce et le protocole culturel a été suivi. We had sweat lodges at Wahpeton to make sure they come back safely and that they'll have a good life here. And then we had pipe ceremony here before they arrived. Then we had the bison songs, prayer songs as they were being unloaded. Ernie Walker a réclamé le retour des bisons depuis des années. I'm a founder of Winiskiwin Heritage Park, so I've been here for 40 years. One of my responsibilities is to look after all the archaeological excavations here at the park that we've been doing for those 40 years. I'm a board member at the park and have been basically forever, but I'm also involved in the repatriation of bison, of bringing back bison to the park. That's near and dear to my heart. Le docteur Walker affirme que le troupeau comptera éventuellement une quarantaine de bêtes et qu'il sera d'une taille comparable à celui qui parcourait cette région il y a 147 ans. I want to stress that these animals that we have brought back, that we announced today, are not just everyday bison. The first group, the 6 calves that came, are descendants of a group of animals from the 1870s in west central Montana. The second group are descendants of animals from Yellowstone area. Un reportage de Priscilla Wolfe, APTN National News, Saskatoon. Nous en sommes maintenant à la toute dernière pause commerciale de votre bulletin de nouvelles d'APTN. Au retour, je reçois en studio le fort sympathique chef d'antenne et auteur Innu, Michel Jean, qui nous parle de son dernier roman, Coucoum. À dans quelques minutes. Comme je vous l'ai mentionné avant la pause, nous recevons en studio cette semaine nul autre que Michel Jean, membre de la Nation Innu, auteur, chef d'antenne à TVA et journaliste d'enquête. Michel Jean, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et donc, on va parler du livre qui en est à sa deuxième impression depuis sa sortie en 2019, le livre Coucoum. Ce livre-là est dédié à votre arrière-grand-mère parce que vous aviez écrit un livre en 2012 qui était Elle et nous, qui parlait vraiment plus de l'histoire de votre mère.
Donc, vous venez de la communauté de Mashtoyat, Ouais. qui est à l'ouest du lac Saint-Jean. Et pourquoi est-ce que c'était important de raconter l'histoire de votre arrière-grand-mère? En fait, il y a deux choses. D'abord, c'est un personnage, mon arrière-grand-mère, Almanda Siméon. Quand on a fait le lancement du livre à Mashtoyas, la directrice du musée me dit « Merci d'avoir écrit un livre sur un personnage aussi important pour notre communauté. » Puis moi-même, j'étais surpris de voir à quel point tout le monde s'en souvient encore, évidemment, ceux qui sont plus vieux, parce que c'est quelqu'un qui avait des opinions, c'est quelqu'un qui défendait les droits des Inuits, puis qui a défendu aussi la préservation de tout ce qui était l'artisanat, les moyens de faire, puis le savoir. C'était aussi une femme qui était une accoucheuse, une sage-femme qui se promenait de communauté. Le chef était là, puis il m'a raconté que c'est mon arrière-grand-mère qui l'avait mis au monde quand il était jeune. Donc, c'est quelqu'un qui avait cette importance-là. Mais aussi, en fait, je voulais me servir, moi, de l'histoire de mon arrière-grand-mère et de ma famille pour, à travers ça, raconter la sédentarisation forcée des Autochtones. Comment ça s'est fait? Quelles ont été les conséquences? Parce que souvent, quand les Québécois regardent les réserves, regardent les communautés, ils disent, bon, oui, il y a des problèmes, oui, il y a ci, oui, il y a ça, mais ils ne savent pas comment et pourquoi, c'est quoi l'origine de tout ça. Alors, à travers l'histoire de ma famille, en fait, on vit tout ça, et le lecteur, j'espère, arrive à comprendre et se mettre à la place des Autochtones qui ont vécu ces choses-là. Parce qu'il y a quand même il y a des alliances, c'est une collaboration, en fait. Là, souvent, là, pour ceux qui ont peut-être moins de connaissances par rapport aux Autochtones, souvent on entend dire « Ah, ben vous avez été colonisés. » Oui, mais par exemple, c'est ça. Mais par exemple, dans le livre, je raconte, puis ça, c'est comme ça que ça s'est passé pour nous. Moi, ma famille, notre territoire, c'était aux Passes dangereuses, donc c'était 1 mois de voyage jusqu'à la tête du lac Péribonka, en remontant la rivière Péribonka. Et puis, une année, ils sont arrivés, et ça, c'est ma grande-tante qui l'a raconté, ils sont arrivés sur la rivière Péribonka, et on utilisait la rivière pour faire la drave. Donc, la rivière crachait des billots de bois, crachait, en fait, la forêt dans le lac, parce que déjà, on avait commencé la coupe forestière en haut. Et ils sont arrivés, ouais, mais comment on va aller chez nous? Ils se sont fait dire, ben, retourne chez vous. Oui, mais chez nous, c'est en haut. Je veux dire, on vit sur le territoire 10 mois. À Mashtoyas, c'était juste 2 mois. C'était lieu de rassemblement pour l'été. Ouais. Puis, non, retourne-toi-en à Mashtoyas ou à Point-Bleu, comme on disait à l'époque. Et ça décrit très bien comment ça s'est fait. Et quand les lecteurs voient cette scène-là, souvent, même les Québécois qui ne sont pas des Autochtones sont fâchés de ça. Parce que là, ils se rendent compte, c'est comme ça que ça s'est fait. C'est une fiction que j'écris. C'est beaucoup basé sur les faits. La vie d'Almanda est respectée, la vie des Inuits, comment les choses se font, mais il y a plein d'éléments que je ne connais pas, qui n'étaient pas documentés. Je dirais à l'époque qu'en forêt, on ne documentait pas tellement les choses. Alors, donc, moi, je bouge des trous. Tu sais, je sais comment mon arrière-grand-mère a rencontré mon arrière-grand-père, parce qu'elle l'a raconté à sa fille, qui me l'a raconté. J'ai les mots, comment ça s'est passé. Mais je ne sais pas, par exemple, dans leur premier voyage, comment vraiment ça s'est passé. Alors moi, il y a une portion de ça qui est de la fiction, qui est une histoire, mais la colonne vertébrale, si on veut, du livre est basée sur la réalité. Mais oui, c'est écrit comme un roman. Et puis, pour vous, justement, en parlant de la langue autochtone, étant donné que votre passé est un peu, il y a du métissage, si on peut dire. Ouais. On ne dit pas métier, mais on dit bien du métissage. Donc, vous, est-ce que vous avez appris la langue Innu, quelques mots, ou ça n'a pas fait partie de votre vie du tout? Je m'étais inscrit à des cours d'Innu. Là, je suis sur une liste d'attente parce qu'ils m'ont dit, ils m'ont écrit de me dire que ça va aller l'an prochain. Alors, non, moi, je ne le parle pas, l'Innu. Puis, parce que moi, dans ma famille, comme vous avez dit au début, ma mère, elle est obligée de quitter, ma grand-mère, et nous, on a été élevés en ville. On est les seuls dans la famille qui n'ont pas été élevés à Mashtoyas. On a été élevés en ville. Mais le lien avec la communauté s'est refait par la suite, quand ma grand-mère est morte. J'ai écrit ça dans un livre qui s'appelle Elinu, dont vous parliez. Puis là, le rapprochement s'est fait. Et depuis ce temps-là, je vais de temps en temps sur une base régulière à Mashtoyas. Et on dirait que les liens se sont refaits. Et même ma mère, qui n'allait pas souvent aussi, quand on a fait le lancement, ma mère, mes tantes, tout le monde était là. Puis moi, j'aimais beaucoup l'image que toutes mes tantes, puis qui sont retournées à Mashtoyas, qui n'étaient pas allées depuis longtemps. Donc, c'était comme une manière de réunir la famille ou de revenir tout le monde. Là. Parce que, dans le fond, c'est que ce qui est beau à voir aussi là-dedans, c'est que les membres Innu de votre famille, ceux peut-être avec qui vous avez été moins en contact, se souviennent de votre grand-mère, de votre arrière-grand-mère et de votre famille. Donc, ils vous reconnaissent. Oui, non, mais moi, les gens savent que je suis là-bas. Oui. En fait, quand ma grand-mère est morte, là, la cousine de ma mère, qui s'appelle Jeannette, comme ma grand-mère, Siméon, elle m'a dit, il faut que je te parle. Moi, c'était la première fois que je la voyais. Elle me connaissait de la télé.
parce que je suis un journaliste télé. Puis Oui. elle me dit, il faut que je te parle, Michel a dit. J'ai dit, oui. Elle dit, toi, Michel, elle dit, l'Indien, tu l'as en toi. Moi, j'ai dit, c'est une belle phrase, Jeannette, mais qu'est-ce que tu veux dire? Puis elle dit, moi, je t'ai souvent vu dans des situations où les gens s'énervent autour de toi. Puis c'est vrai, dans mon travail, j'ai souvent été dans des situations où les gens courent, s'excitent, s'énervent. Puis elle dit, toi, tu es toujours calme. Elle dit, ça, c'est indien. Puis là, cette phrase-là, ça m'est resté parce que c'est vrai que j'ai toujours été comme ça, mais moi, je pensais que c'était un trait de caractère, et là, elle me disait, c'est un trait culturel. Puis, je veux dire, on a fait le lancement du livre à Machouillage, puis il y avait plus de 100 personnes, le musée était plein un mercredi soir. Juste au moment où la période de chasse commençait. Oh, mon Dieu, oui, oui. Puis les gens étaient contents d'être là. Oui, il y avait une ambiance intérêt. incroyable. Oui. Tu sais, fait que c'était l'histoire de la communauté que je racontais. C'était pas juste mon histoire. Puis, vous, Michel Jean, vous êtes journaliste depuis plusieurs années, vous l'avez mentionné, on vous voit à la télé à diverses chaînes. C'est tout récent que vous avouez, ou dans le fond, que vous déclarez que vous êtes autochtone, n'est-ce pas? Oui, parce que j'en parlais. Ben, tous mes amis le savent, toujours. OK. Mais à mon travail, j'en parlais pas. Parce que, il y avait du racisme. Tu sais, moi, l'histoire, tu sais, Michel, l'histoire d'Indien, ça n'intéresse personne. Là. Je l'ai entendu souvent dans ma vie, là, quand je proposais des histoires. Là. Puis encore, il n'y a pas si longtemps que ça. Puis je voulais pas non plus que. Je sais pas. Je voulais pas d'être montré. Fait que j'en parlais pas. Mais à un moment donné, j'ai commencé à en parler. Puis maintenant, ben, j'en parle. Même que j'écris des livres sur la question, puis les choses ont changé pour moi. Mais tu sais, comme beaucoup de... Ma mère, elle a vécu le racisme à Alma quand elle était élevée, parce qu'on était la seule famille autochtone là-bas, les seuls qui n'étaient pas des Blancs. On n'a pas été élevé dans un environnement où on en parlait beaucoup à cause de ça. Ma grand-mère, quand elle est arrivée à Alma, au Lac-Saint-Jean, avec sa famille, ben, elle essayait de se fondre dans la masse plutôt que se faire montrer du doigt, parce que c'était traité de sauvage, etc. Fait que ça prend un certain temps puis que les choses changent avant qu'on puisse le dire ouvertement vraiment. Pensez-vous qu'en société, aujourd'hui, il y a quand même un intérêt de la part de nos voisins, les Québécois, les Canadiens? Pensez-vous qu'il y a un petit intérêt supplémentaire ou c'est resté pas mal pareil? Moi, je pense que ça change beaucoup. Puis je vais vous dire, ça change chez les jeunes beaucoup. Moi, je le vois avec mes livres. Puis souvent, mes patrons, encore, des fois, tu sais, je leur propose des sujets qui touchent les communautés autochtones. Puis je te dis jamais, mais je sens parfois une résistance. Puis c'est pareil à Radio-Canada, c'est pas une station plus que l'autre. Oui, oui. Où j'ai travaillé longtemps à Radio-Canada. Oui. Mais tu sais, je leur dis souvent, je dis, c'est parce que vous êtes vieux. Parce que les jeunes, eux autres, là, ils ne voient pas les choses comme ça. Et je le vois par les livres. Le public jeune a une grande ouverture, mais l'ensemble des Québécois aussi, beaucoup plus qu'avant. Les gens ont changé. Il y a la commission Vient, il y a la commission Réconciliation. Les gens ont entendu des choses. Bien sûr, il y a toujours des gens qui ont l'esprit fermé. Mais je pense qu'il y a une grande ouverture. Puis honnêtement, c'est le fun. Tu sais, on en profite, puis on est content. Ça rend les choses plus positives, même s'il y a beaucoup de problèmes qui subsistent encore entre les communautés. Il y a une plus grande ouverture, puis il y a des choses qu'on dit plus qu'on disait facilement avant. Mais, Michel Jean, écoutez, c'est déjà la fin de notre entrevue. Ça passe vraiment vite au merci d'avoir invité. Je suis PTN. super content. Je suis très honoré d'être à PTN. Bien, c'est vraiment apprécié. Merci de votre passage. Merci. C'est ce qui complète votre bulletin de nouvelles nationales pour cette semaine. Je suis Sophie-Claude Miller, au nom de toute l'équipe et en mon nom, Jinashkumitin, Yame, Narcomic. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine.